Waouh. Eh ben, en vrai, moi j'ai j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Le retour des finales de Ligue des Champions, l'émotion, l'intensité, c'est incroyable. Alors du coup, j'ai commencé sur Manchester City et je pense que forcément le gros premier point à mentionner, c'est l'absence de sentinelle. Enfin, vous l'avez bien vu, vous m'en avez parlé un petit peu ici. C'est le gros coup tactique qui échoue et c'est la chose dont tout le monde va parler. C'est surprenant parce que c'était seulement la deuxième fois cette saison, il me semble que les commentateurs disaient ça au début de la partie, seulement la deuxième fois cette saison que Guardiola aligne un 11 sans 6. Donc sur une finale de Ligue des Champions, on est clairement sur un coup tactique osé. L'idée, j'imagine, c'était d'avoir le plus de milieux avancés possible pour peut-être trouver la faille rapidement, ou en tout cas trouver plus d'espace et plus d'occasions que ce qui avait été le cas dans les précédents matchs contre Chelsea, même si les animations étaient assez différentes. Bref, j'imagine que c'était la grosse idée de Guardiola, et ça fait partie des paris qu'il fait souvent, en tout cas c'est la narrative qu'on dresse, les coups tactiques de Guardiola qui peut avoir tendance à peut-être suranalyser une rencontre ou à réfléchir de manière trop exhaustive. En tout cas, ce coup qui visiblement n'a pas fonctionné. Je pense que c'est le gros point à mentionner d'emblée, parce qu'il conditionne pas mal de choses. Alors c'est pas le seul truc. Je pense que à l'image du but, par exemple, on a vu d'autres éléments qui ont fait que City a souffert défensivement. Par exemple, une défense à 4, cette ligne de 4 qui était très large, j'ai trouvé. Peut-être étirée par les appels vers l'extérieur de Timo Werner. On va parler de Werner, de ce qu'il a raté avec ballon dans la surface, surtout sur la première mi-temps. Mais bien sûr, ça a aussi sauté aux yeux, le fait que ces appels vers l'extérieur, ou de manière générale, ces bons appels, ont semé la pagaille dans la défense de Manchester City. Ses appels vers l'extérieur. En l'occurrence, son appel vers l'extérieur, c'est celui qui ouvre l'espace à Kai Havertz sur le but de l'ouverture du score. Donc cette ligne de 4 trop large, je pense que ça fait partie des problèmes qu'a eu Manchester City sans ballon. Mais là aussi, en tout cas sur cette séquence, la séquence de l'ouverture du score, on peut quand même voir et lire l'absence d'un 6, l'absence de Rodri, de Fernandinho, qui a pesé parce que on voit Gundogan, si on pouvait revoir les images, qui est trop court pour stopper la transition, pour intercepter la transmission Mount-Havertz. Donc voilà, ça a coûté sur cette séquence. De manière générale, je pense que ça a coûté parce que en transition et à la perte de balle, City s'est retrouvé en grand péril. Ça a coûté aussi parce qu'ils ont eu des difficultés à percer le bloc bas de Chelsea et à trouver des espaces entre les lignes. Et peut-être qu'avec quelqu'un qui était un petit peu plus reculé, capable de trouver ces espaces, capable de trouver Gundogan un cran plus haut. En tout cas, sur l'animation offensive, ça a posé problème aussi. Je me suis aussi noté que les gros moments de danger pour Manchester City, c'était les contre-transitions. Ça provenait souvent de transitions de Chelsea, donc Chelsea qui attaque en attaque rapide dans le dos de Manchester City, et ensuite dans la foulée, sur les 30 secondes qui suivaient, là, c'est là que Manchester City avait le plus d'espace, logique, parce que Chelsea s'était un petit peu livré, mais du coup c'est assez périlleux si les seules situations relativement dangereuses que tu peux te procurer viennent de moments où tu as laissé l'autre équipe attaquer ton espace, ta profondeur. Forcément, c'est un petit peu comme ce qu'on dit parfois sur le Bayern est prêt à prendre des claques pour en mettre. Ouais, mais là, ce Manchester City n'est pas capable, à mon avis, de remporter ce rapport de force où il laisse beaucoup l'adversaire attaquer son espace. Après, je me suis noté que l'entrée de Fernandinho à la 64e, c'est un énorme aveu d'échec. En gros, tu repasses au plan initial, au plan que Guardiola avait décidé de ne pas utiliser, de ne pas mettre en place dès l'entame. Tu es obligé d'y revenir et tu te laisses que 25 minutes finalement avec ton système classique, qui n'a pas fait énormément de différence non plus. Peut-être que ça permet un petit peu de nuancer le fait que c'est avant tout imputable à ce choix tactique, parce que la réalité c'est que même dans une autre configuration, Chelsea a très très bien résisté à City, et sans doute que la défaite de Manchester City, elle est à trouver plutôt du côté de Chelsea, qui a fait un match extraordinaire. Donc voilà, ça nous offre plutôt une bonne transition pour parler de Chelsea. Que dire de Chelsea ? Franchement, tout a été réussi, ou presque. Je dirais déjà le bloc impénétrable, ça c'était le gros facteur. Les sorties et les jaillissements de Kanté et de Rudiger qui verrouillaient bien l'animation de Manchester City, mais même quand ça arrivait un petit peu plus bas, Reece James, on en a parlé un petit peu, Azpilicueta, énorme dans ce registre j'ai trouvé, et Chilwell aussi, qui laissait très très peu de distance entre eux et le porteur. Ça a beaucoup joué.
Rudiger qui revient sur Foden, qui essaye de mettre cet extérieur pied gauche, et en réalité le match peut basculer à ce moment-là. City peut prendre l'avantage à ce moment-là, là c'est peut-être une toute autre physionomie. En plus je pense que le tir de Foden il est cadré, je pense pas que Mendy peut l'atteindre. Après l'intervention arrive très tôt dans la course du tir, donc dur de savoir, mais énorme retour de Rudiger à ce moment-là, et de manière générale les centraux ont été vraiment très très costauds. On a parlé un petit peu de l'arsenal réduit de Manchester City, qui au-delà du fait d'avoir trouvé peu d'espace entre les lignes et d'avoir pas beaucoup sollicité ses milieux avancés, pas de tir depuis l'extérieur de la surface, à part le tout dernier de Mahrez dans le temps additionnel. Avant ça, il n'y a pas vraiment d'autres choses qui ont été tentées. Manchester City avait l'air assez désarmé, pas beaucoup de plan B ou de plan C. Pas de tir depuis l'extérieur de la surface à part dans le temps additionnel, mais aussi les coups de pied arrêtés, pas très bien tirés, les côtés pas super bien exploités, à part Kyle Walker, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de Manchester City sur le match. Quand t'as pas beaucoup d'armes à ta disposition et que ton plan A est totalement verrouillé par ce Chelsea, c'est devenu tout de suite beaucoup plus compliqué pour eux. Et à l'inverse, Chelsea avait, j'ai l'impression, beaucoup d'armes à disposition. Ils ont gagné parce qu'au-delà d'être très solides derrière et d'avoir comblé les espaces, ils ont été super complets, dangereux en contre, en transition rapide, en attaque rapide, super dangereux pour tout un tas de raisons, la vitesse qu'ils avaient, mais aussi le bon jeu de remise de Kai Havertz en pointe isolée, qui était une bonne cible, je pense, pour du jeu long. Donc j'ai mis létal en contre, des facilités à la relance aussi, franchement techniquement très très propre. Bon pour jaillir comme on a dit et pour bloquer les lignes de passe. J'ai mis bon pour couvrir la profondeur quand il a fallu, à part peut-être sur le long ballon d'Ederson. Et il a juste manqué, si on doit pointer du doigt une petite faillite de Chelsea sur ce match, c'est de la qualité à la finition. Les ratés de Timo Werner en première, celui de Pulisic en seconde. Voilà, heureusement ça leur coûte pas trop cher, mais c'est le point où ils ont été un peu moins bons. Après une partie où tu ressors et tu te dis que tu as été bon sur tous les secteurs du jeu, sauf à la finition, en général c'est une partie où tu as quand même pas mal de chances de l'emporter, où tu t'es au moins créé plusieurs occasions, et où défensivement tu as été costaud, et en gros c'est à ça que ça ressemblait. Si on doit tirer un petit peu des leçons dans un troisième moment de cette analyse, un peu de projection ou un petit peu de recul, je sais pas comment vous voulez le voir, mais quel changement de coach inspiré pour Chelsea quand même en cours de saison. Le changement d'entraîneur est un changement d'entraîneur énorme. Franchement, là on arrive à la fin de la saison. Est-ce que Tuchel c'est pas l'entraîneur de 2020-2021 ? C'est pas impossible. Et quand tu vois la première partie de sa saison à lui, quand tu vois la première partie de la saison de Chelsea, c'est un dénouement qu'on était incapable d'imaginer fin décembre, quoi. Donc ça c'est assez extraordinaire. Un changement de coach super inspiré, la deuxième Ligue des Champions de Chelsea, la deuxième Ligue des Champions de son histoire, la deuxième avec un coach qui arrive en cours de saison. Je pense que le moment où Kevin De Bruyne sort aussi, on sent une équipe un peu sonnée. Psychologiquement, c'est un match difficile et on a senti peut-être là la texture psychologique ou la particularité d'une finale de Ligue des Champions, avec en plus, comme je l'ai dit, le retour des supporters. Même si, et ça c'est peut-être le dernier point pour terminer sur cette troisième partie, les leçons, c'est quel kiff de retrouver des supporters au stade, le plaisir de l'ambiance de cette finale de Ligue des Champions qui pour beaucoup de personnes je pense était moins attendue que d'autres années. J'avais senti en vous lisant que le niveau de hype n'était pas extraordinaire sur cette finale de Ligue des Champions, le contexte anglo-anglais, la période, plein de choses. Mais franchement, moi je l'ai vécu avec une intensité super forte. Le début de match m'a vraiment pris. Sur la fin, comme je vous ai raconté, j'avais le cœur qui battait à fond, alors que c'est pas mon équipe Chelsea, c'est pas mon équipe Manchester City. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Le début de match avec la petite lumière de fin de journée qui s'abattait sur Porto, les supporters, l'ambiance. Pour moi, ça a bien teasé, ça a bien hypé l'Euro quand même qui arrive. Et c'est le retour de notre foot. C'était un grand moment de plaisir de ce point de vue-là. Du coup, pour les tops, honnêtement, il y en a plusieurs qui peuvent rentrer, plus que 3. Mais si on doit vraiment sortir un trio, je pense qu'on met Tuchel, parce que le match, c'est une masterclass totale. Chelsea a été sur un niveau de contrôle assez impressionnant. Chelsea a été super complet, comme on l'a dit, bon sur quasiment tous les compartiments du jeu, à part le réalisme, à part la finition. C'est une vraie équipe qui a remporté cette Ligue des Champions. C'est un plan de jeu qui a fonctionné à la perfection, donc dans ce cadre-là, on est obligé de mettre Tuchel, même au-delà de l'aspect tactique, sans doute le côté psychologique. Enfin, Chelsea a été, je trouve, mentalement très très fort, mode guerrier.
C'est une vraie victoire collective, et du coup quand tu vois ça, le rôle de l'entraîneur, surtout quand on a vu à quel point il a transfiguré son équipe cette saison, est obligé de le mettre, et si on lui mettait une note, ce serait 9 sur 10 je pense, parce qu'à part quelques moments en début de partie où Chelsea a pu concéder quelques espaces dans son dos, globalement c'est un énorme match, et c'est un plan de jeu qui a fonctionné à la perfection. Donc je mettrais Tuchel d'abord. Le deuxième top, et qui mériterait d'être à la première place aussi, je lui mettrais 9 sur 10 aussi je pense, c'est Kanté. Bien sûr il a été énorme. Après sa finale de Coupe du Monde ratée en 2018, je suis content pour lui qu'il ait cette finale de Ligue des Champions réussie, et qu'il soit dans la continuité de son parcours en Ligue des Champions. Il avait été énorme en demi-finale contre le Real Madrid aussi. Pour moi, il était l'homme du match. Je pense à l'aller comme au retour. Faudrait revoir les analyses que j'avais faites, mais je pense que je l'avais mis top 1 à l'aller comme au retour. Et là, il a été dans la continuité, monstrueux. Tellement d'interceptions, de ballons grattés. J'ai pas vu les stats, mais mentalement comme ça, je dirais j'ai 5 ou 6 interceptions vraiment bien senties en tête. Et après très combatif sur les dernières 20 minutes où Chelsea recule plus, où Chelsea est plus dans sa surface. Il a été super costaud aussi. Il y a ce ballon enlevé de la tête dans le temps additionnel alors qu'il est tout petit. Il y a eu ses projections bien sûr avec ballon, toujours très juste, très propre techniquement. Il peut même marquer, je ne sais pas si c'est le but du 1-0 ou le but du 2-0, je dirais le 1-0 en première mi-temps de la tête. Bon après le jeu de tête offensif n'est pas extraordinaire, mais voilà, énorme match de Kanté, comme j'ai dit, les percées, les retours décisifs dans le temps additionnel, les jaillissements. Si City a trouvé aussi peu d'espace entre les lignes, c'est parce qu'il y a eu un énorme N'Golo Kanté. Je pense que l'image qu'on garde le plus en tête, c'est ces jaillissements, ces sorties, même quand ça n'a pas été pour intercepter, juste pour couvrir les déplacements des joueurs qui étaient entre les lignes, de Bruyne notamment. Donc voilà, énorme Kanté, je pense qu'on sera carrément d'accord là-dessus. Et ensuite, j'ai mis Havertz. J'ai mis Kai Havertz parce qu'il y a son but, c'est le seul but de la finale, il décide le match. Mais même au-delà, je l'ai trouvé très soyeux comme à son habitude, très juste dans les transitions offensives qu'a mené Chelsea. Un bon point d'appui aussi, plusieurs longs ballons, ou en tout cas plusieurs sorties de pression qui ont été réussies parce que dos au jeu, il avait de la présence. Donc voilà, un match bien réussi pour Havertz dans ce rôle de faux neuf. Donc voilà, je mettrais ce trio au-dessus des autres, et après je pense qu'on peut en citer pas mal. Azpilicueta, pour moi il mérite une place peut-être dans le top 5, en tout cas parmi les meilleurs éléments de ce match. Mendy est battu par le central à terre, Gundogan peut la pousser au fond, mais il revient avec un tacle qui en plus fait passer le ballon au-dessus de la barre alors qu'il est à l'intérieur de ses 6 mètres. Donc non seulement il faut éviter que la transmission arrive à Gundogan, mais en plus il faut éviter le but contre son camp. Donc ça c'était un retour décisif qui valait quasiment un but, un peu comme celui de Rudiger sur Foden en première période. Ensuite on aurait pu citer Reece James, je pense. Reece James qui est peut-être... Chilwell fait un bon match aussi, j'ai trouvé. Manchester City a été méconnaissable et psychologiquement pas à la hauteur de sa finale. Donc sur toute la ligne, c'est quand même un échec collectif. Et quand c'est un échec collectif, c'est aussi l'échec tactique qu'on a constaté ce soir. Et c'est l'échec de Pep Guardiola. Donc lui, je le mets en flop numéro 1. J'espère que la finale vous a plu. J'espère que ce petit live vous a plu. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous les gars. Bisous. À bientôt.